Après la chute de Bellocchi sur le Tour 2003, on va être franc, l'Espagne galérait un petit peu à trouver son nouveau Indurain. Il y avait bien Mancebo, mais Mancebo, malheureusement, il lui manquait ce petit truc, ce petit éclair afin de potentiellement arriver sur un podium. Il y avait Oscar Pereiro, un baroudeur plutôt bon dans la montagne, mais un top 10 en grand tour, ce serait un peu son maximum. Et puis il y a Carlos Sastre. Sastre, c'est un très bon grimpeur, excellent même, peut-être même le meilleur, mais son point faible, le contre-la-montre. Sur un grand tour, c'est impossible. Personne n'aurait pu prédire que ces deux derniers allaient marquer l'histoire du cyclisme espagnol. Ils remporteront chacun un tour. Et parmi ces deux tours, il y a une victoire de Carlos Sastre, qui est magnifique, qui est sublime, à l'Alpe d'Huez. Et cette étape est la course de sa vie. Carlos Sastre est né en 1975 à Leganés, dans la région de Madrid. Son père, Victor Sastre, n'est pas cycliste, mais dirige à partir des années 80 une école de cyclisme destinée à aider les jeunes de sa ville à se réunir autour du vélo pour ne pas sombrer dans la toxicomanie. Durant la montée en popularité de l'EPO, le père de Carlos reste un des trop rares coachs cyclisme à ne pas céder à l'appel des produits dopants pour ses poulains, notamment pour son fils, qui recevra plus tard le nom de Don Limpio ou Monsieur Propre. Carlos signe son premier contrat pro dans la redoutable équipe Once en 1997, dans un rôle de domestique qu'il ne va jamais remettre en question. Il a une personnalité humble et affable, prêt à terminer sur les rotules pour aider ses leaders. Ce qu'il fait en 1999 pour aider Jalabert à terminer au pied du podium du Giro. L'année suivante sur la Vuelta, il s'illustre en signant son premier top 10, en terminant à la 8e place et en remportant le prix de meilleur grimpeur. En 2002, il change d'air et rejoint la CSC, aux côtés de Laurent Jalabert, Frank Schleck, Tyler Hamilton, Nicky Sørensen et Michael Rasmussen. Dans une équipe de sérieux outsiders, il termine tout de même à la 10e place du Tour, devant tous ses coéquipiers. Dont Laurent Jalabert, qui remportera cette année-là son deuxième maillot à pois avant de troquer son vélo pour une moto pour France 2. En 2003, il fait encore mieux, puisqu'il aide son leader Hamilton à terminer à la 4e place. Et puis en 2004, encore mieux, sans gagner d'étape, mais en aidant son leader Ivan Basso à finir à la 3e place. Son Tour 2005 est plus décevant, il termine à la 20e place. Il se rachète quelques mois plus tard en allant décrocher le premier podium du Grand Tour de sa carrière sur la Vuelta, derrière Roberto Heras et Denis Menchoff. Désormais on se tourne vers 2006, et le fameux Tour de France, le premier sans Lance Armstrong. Du coup, Carlos Sastre nourrit quelques espoirs de se mêler à la lutte pour la succession de l'infâme Lance Armstrong. Jan Ullrich et Ivan Basso, les dauphins du Texan sur les tours précédents, partaient comme favoris, mais seront exclus avant le début de la grande boucle pour leur implication dans les affaires de dopage, tout comme Francisco Mancebo et Alberto Contador. Les autres favoris portent le nom de Valverde, Leifheimer, Evans, et le successeur désigné et ancien équipier d'Armstrong, Floyd Landis. Et c'est finalement Floyd Landis qui gagne ce tour. Assez facilement d'ailleurs, sur une étape. Bref, passons à autre chose. L'Américain perdant finalement le tour sur tapis vert, quelques semaines après la fin de celui-ci, à cause d'un contrôle positif à la testostérone. Et c'est finalement Oscar Pereiro, le baroudeur, qui s'était retrouvé à la 2e place un peu par hasard, qui remportera finalement le tour. Enfin, un successeur involontaire à Indurain. Mais une victoire quand même. Mais ce tour permet aussi à Sastre de démontrer qu'il a les épaules d'un leader, terminant 3e du classement général et vainqueur d'une étape sur tapis vert après la disqualification de Landis. Le Tour 2007 sera à nouveau sali par le dopage, après les disqualifications de Iban Mayo, Christian Moreni, Patrick Sienkiewicz et ainsi que l'équipe Astana, après un contrôle positif de Vinokourov pour transfusion sanguine. Carlos Sastre finira 4e sur ce tour, derrière un certain Levi Leifheimer, 3e, mais disqualifié par la suite pour dopage. Non mais je vous promets, les années 2000 en cyclisme, c'est une dinguerie. Entre les palmarès, les déclassifications, le dopage, tout ça, c'est une dinguerie pour s'y retrouver. C'est le Tour de France 2008. Cette fois-ci, ça doit être la bonne. Le seul vrai favori est Cadel Evans. Mais l'Australien fait partie d'une équipe Lotto qui ne pourra pas trop l'aider en montagne. Et il compte sur une tactique assez simple et assez chiante. Suivre les meilleurs lorsque la route s'élève et dominer les contre-la-montre. Il est tout l'inverse de Sastre, qui doit absolument aller chercher beaucoup de temps en montagne pour ne pas tout perdre dans l'exercice individuel. Et ça tombe bien, c'est un tour sans prologue.
Et sans favori bien défini pour prendre les commandes et faire le tempo, et avec très peu d'étapes de plus montagne, ce tour est dans l'inconnu. Le temps passe et le duel se précise. Ça se jouera entre Evans et Sastre. Cependant, lors de la première journée de repos au lendemain des Pyrénées, le premier cas de dopage éclate. Encore. Le premier domino tombe et fait tomber tous les autres. Plus d'une dizaine de coureurs seront exclus, tout comme une équipe entière. C'est un massacre, c'est une boucherie. Et c'est dans ce contexte pourri que les coureurs entrent dans les Alpes. L'Espagnol sait qu'en sortant des Alpes, il aura besoin d'une avance assez large sur Evans. Sinon, le contre-la-montre, il va se faire bouffer. Sur les 2 premières étapes des Alpes, Sastre tire son épingle du jeu. Au classement, il récupère 40 secondes. Cela promet une bataille absolument épique lors de la dernière étape de montagne, le 23 juillet 2008, qui verra les coureurs s'user les pattes dans le col de la Croix de Fer et dans le Galibier, avant de terminer par les 21 lacets mythiques de l'Alpe d'Huez. Au pied du juge de paix du Tour, les favoris sont toujours ensemble. On est parti pour la bataille, le feu d'artifice. Qui attaquera en premier? Non, c'est Sastre, c'est Sastre. Dès que ça monte, c'est Sastre qui attaque, toujours. Il attend que tous les favoris lui recollent à la roue avant de partir pour de bon. Une attaque fulgurante, sans pitié, qui laisse tout le monde sur place. Il le sait, il doit donc terminer au sommet avec au moins 2 minutes d'avance sur l'Australien. Mission impossible? Non. Car il a dans son équipe 2 lieutenants d'exception. Les 2 frères Schleck, ils sont dans la forme de leur vie. Lors de la première moitié d'ascension, Sastre roule à son rythme, mais peine à creuser l'écart. Derrière, les favoris tendent le coup, lancent des mini-attaques. Nandi colle aux chevilles de tout le monde, forçant les autres leaders à faire le boulot. Frank, lui, attaque à quelques reprises, toujours suivi par Evans. Il fatigue l'Australien. En fait, Evans ne semble pas se soucier de Sastre. Peut-être de manière arrogante, il se dit que l'Espagnol ne lui posera aucun problème au contre-la-montre. En fait, il ne se méfie que de Frank Schleck et un peu de Menchoff. Au fur et à mesure des attaques, tout le monde se fatigue. Et dans la deuxième moitié de l'ascension, Sastre, à son rythme, creuse l'écart. Evans ne commence à rouler qu'à 3 km du sommet, mais c'est trop tard. Sastre a déjà 2 minutes 15 d'avance et ne perdra que 15 secondes sous l'impulsion du coureur Lotto. Celui-ci devra donc reprendre 1 minute 34 à l'Espagnol sur le contre-la-montre. C'est un scénario de rêve pour Sastre. Il le doit à sa force de caractère, sa patience, son humilité, mais aussi grâce au travail exceptionnel des frères Schleck. Une œuvre d'art de maîtrise, de stratégie et de travail d'équipe. 3 jours plus tard, 50 km de plat relient Serrelli à Saint-Amand. Pour avoir ses chances, Evans doit reprendre 2 secondes par kilomètre à Sastre. Ce n'est pas une tâche impossible, surtout dans un bon jour. Mais Evans n'est pas dans un bon jour. Au premier pointage, au tiers du parcours, Sastre n'a concédé que 12 secondes à Evans. À moins d'un accident, le suspense est vraiment mort. Rendez-vous compte, Sastre qui n'est pas réputé pour le contre-la-montre, il tient bon, là où tout le monde le donnait perdant, il s'accroche, il continue. Evans semble mal à l'aise sur son vélo. Est-ce la fatigue? Les séquelles de sa chute en première semaine ou le poids de la pression médiatique? On ne le saura jamais. Mais pendant ce temps-là, Sastre réalise la deuxième course de sa vie, en contre-la-montre sans bavure, loin des meilleurs mais suffisamment proche que pour ne jamais être inquiété. Il ne concède que 29 secondes à Evans. Il va pouvoir savourer la dernière étape sur les Champs-Élysées. Cette victoire à 33 ans, après des années passées au service de ses équipiers, patiemment, humblement, sobrement, sera le point d'or de sa carrière. Carlos Sastre, monsieur propre, a gagné la plus belle course du monde au mérite. Mais malheureusement pour lui, il est pris dans tout un tas de disqualifications, de déclassifications, de victoires sur tapis vert. Et ce qui fait que, vu que Contador en a gagné un peu plus, quand on parle de cyclisme espagnol et de Tour de France, c'est Contador auquel on pense et pas Sastre. Il est le roi oublié de la montagne. Mais son nom sera à jamais inscrit au virage 17 du col le plus mythique du Tour de France. Voilà, c'était mon 3e épisode de la course de leur vie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Déjà, merci à vous de venir de plus en plus nombreux sur la chaîne. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à voir la vidéo sur Beloki ou la vidéo sur Thomas Vauclair. C'est des vidéos que j'aime beaucoup et je tiens à remercier Monsieur Joufflu qui travaille maintenant avec moi à l'écriture des épisodes. C'est lui qui a écrit cet épisode, donc merci à lui. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous l'avez trouvé très bon cet épisode, ça lui fera plaisir. Bon abonnez-vous et on se retrouve bientôt. Bisous.